Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler de l'Ukraine, débat autour de l'Ukraine et la Russie. Je pense que il est temps d'organiser ce débat. Ça fait un petit moment, j'en ai organisé déjà plusieurs ici, vous le savez, entre 11h et midi, mais je crois qu'aujourd'hui, l'actualité nous guide et l'actualité nous commande d'organiser ce débat. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça semble se préciser. La Russie a affirmé avoir repoussé une offensive de grande envergure lancée par Kiev hier dimanche. Les Ukrainiens disent c'est faux. Nous n'avons lancé aucune grande offensive de grande envergure. On ne sait pas qui dit la vérité, comme toujours, attention. Vous savez que ma prudence sur ce conflit, c'est aussi une guerre de communication entre l'Ukraine et la Russie. Donc, pour savoir exactement qui dit vrai, ce n'est pas facile. Néanmoins, nous allons nous poser une question, nous allons aller un peu plus loin, nous poser une question sur la base d'une déclaration d'Anthony Blinken. Anthony Blinken, c'est le chef de la diplomatie américaine. C'était vendredi, qu'a dit Anthony Blinken? Il a dit: continuer à armer et renforcer l'Ukraine est la seule voie pour atteindre une vraie paix. La guerre d'agression de Vladimir Poutine a été un échec stratégique, diminuant la puissance militaire, économique et diplomatique de la Russie. Voilà ce qu'a déclaré Anthony Blinken. Alors je pose la question et j'ouvre le débat. Est-ce que continuer à armer et renforcer l'Ukraine est la seule voie pour atteindre une vraie paix? Est-ce qu'un statu quo, à contrario, un statu quo sur la situation d'aujourd'hui, un statu quo militaire permettrait de garantir une paix durable? C'est une question subsidiaire. Pour parler de tout cela, nous avons deux invités. Le colonel Père de Jong, ancien aide de camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac, fondateur de l'Institut Thémis, auteur de Agir entre les lignes aux éditions Mareuil. Bonjour. Et pour parler aussi de l'Ukraine, Mériadec, et de la Russie, Rafray, qui est journaliste spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, on ne peut rien dire sur cette offensive. Volodymyr Zelensky a dit samedi, il a affirmé que les préparations en vue de la contre-offensive étaient prêtes. Il y a eu ces affirmations russes, il y a eu ces démentis ukrainiens ces dernières heures. On ne peut pas en dire plus, Père de Jong? Non, on ne peut pas en dire plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Zelensky a dit exactement l'inverse il y a 3 semaines, où il a annoncé Urbi et Orbi qu'il n'était pas prêt. Ça, c'est le premier point, c'est l'aspect politique. Maintenant, il y a un aspect militaire, c'est de faire le bilan des forces. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? On voit bien qu'il leur manque des avions, ils n'ont pas les F-16, donc déjà... mener une contre-offensive sans avion, bon, c'est relativement compliqué. Deuxième point, les blindés lourds, on ne sait pas combien de léopards sont arrivés, même s'il y en avait 100. Même s'il y avait 100 léopards, c'est pas mal, mais les Abrams ne sont pas arrivés. Donc, encore une fois, je ne pense pas que l'état des forces actuelles de l'Ukraine leur permette aujourd'hui de percer le front et de mener une grande offensive en direction de l'Est. Dans tous les cas, il y a une guerre, évidemment, comme toujours depuis février 2022, il y a une guerre de communication entre la Russie et l'Ukraine qui, elle, se poursuit. Oui, en fait, vous êtes d'accord? Complètement d'accord. On est au cœur de la stratégie d'information ou de désinformation, qui est une stratégie qui est véritablement poussée à son extrême depuis le début de la guerre. On a là aujourd'hui, de manière vivante et évolutive, ce qu'on peut faire de mieux, je ne sais pas, mais en tout cas d'extrême en matière d'information et de désinformation. Et alors, je rebondis sur ce que disait le colonel Père de Jong. En fait, tous les analystes se posent la question de savoir quel est l'état des forces actuelles chez les Ukrainiens. Est-ce qu'ils ont effectivement suffisamment de matériel à la fois pour pouvoir continuer à résister à l'artillerie russe, d'une part, et d'autre part, et c'est la vraie question, est-ce qu'ils ont suffisamment de matériel, de moyens, de capacités pour pouvoir peut-être percer si leur tentative qui recommence de tester le front russe s'avérait positive. Là, on voit bien que depuis quand même 48 heures, le front s'est allumé sur une ligne entre Zaporijia, c'est-à-dire sur le Dniepr, et Donetsk. Mais Zaporijia, c'est pas le front, hein. C'est le front, voilà. C'est pas le front exact. Non, vous avez raison, c'est le front est au sud de Zaporijia, voilà. Mais c'est pour que les auditeurs s'y retrouvent. D'accord, voilà. Ça, c'est le sud, c'est au sud du Donbass. Voilà. Et là, sur cette ligne-là, je sais pas, ça fait à peu près 150-200 km, quelque chose comme ça. Oui. Vous avez aujourd'hui 5 ou 6 points sur lesquels les Ukrainiens tentent
il teste le dispositif russe. Oui. Ça, c'est une première chose depuis 48 heures là. 48 heures. Voilà. Oui. Et d'autre part, et ça depuis quelques jours déjà maintenant, on le voit bien, de l'autre côté du front, au nord-est, les Ukrainiens au nord de Donbass. Voilà, les Ukrainiens ont habilement d'ailleurs essayé d'étendre les lignes russes, de forcer les Russes à remonter vers le nord pour fragiliser leur ligne, et ils essayent de percer du côté de Belgorod. Voilà. Donc on voit bien Belgorod, c'est en Russie, il faut bien savoir. Voilà. Ce sont des Russes qui sont opposés, nationalistes, très nationalistes, je voudrais le préciser, qui sont opposés à Vladimir Poutine, qui sont poussés, enfin c'est en liaison évidemment avec les Ukrainiens, qui font des incursions en territoire russe, d'ailleurs incursions condamnées par les États-Unis, qui ne veulent pas que... pas condamnées. Ils ne soutiennent pas. Ils ne soutiennent pas. Oui, c'est pas le mot. Oui, vous avez raison, Pierre de Jong. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas condamnés. Mais en même temps, je pense qu'ils subissent la situation, parce que quelque part, je crois encore une fois que les Ukrainiens et Zelensky, si vous voulez, il anime le paysage. Pourquoi il anime le paysage? Ça fait à peu près un an, si vous voulez, qu'il fait le tour de toutes les capitales mondiales en réclamant du matériel. Aujourd'hui, après certaines réticences des uns et des autres, il finit par avoir une espèce de flux qui s'est mis en route. Il a un premier problème, c'est que le flux n'est pas suffisamment important et il n'a probablement pas le nombre de blindés, le nombre d'avions, le nombre de canons qu'il souhaitait avoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à force de dire qu'on fait une contre-offensive, il faut bien qu'elle ait lieu. Le problème, c'est que la fenêtre de tir des Ukrainiens est très courte, puisque le printemps est passé, l'automne, il va tomber, ça va tomber comme à Gravelotte, je parle de la pluie, évidemment. Donc il a une fenêtre de tir qui va durer 3 mois. Et donc, il faut qu'il y aille. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut pas y aller. Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait l'animation de paysage, en termes de communication, en expliquant tout une série de trucs. Et puis en menant cette opération complètement étrange, comme quelque part. Étrange, oui. Sidérante, même, avec un millier d'hommes, parce qu'il y a 3 groupes de 300 à peu près, pour faire court, très nationalistes, comme vous dites, pour pas dire très extrémistes, quand même. Très extrémistes, en tout cas, l'un des 3 est quand même assez gratiné. On parle même quand même de Polonais dans le système. Il y aurait des Polonais. Varsovie, hier, a dit, mais non, pas du tout, jamais, etc. Mais c'est quoi le mensonge? Où est la vérité? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire à Belgorod, qui est en Russie? Si vous voulez énerver les Russes, allez là. Est-ce que c'est une diversion? Moi je pense que c'est une diversion pour peut-être pousser les Russes à faire remonter certaines troupes, parce que les Russes là-bas dans la région de Belgorod sont obligés d'engager une défense aérienne, de l'artillerie et des troupes. Donc. Bon, pour moi ça a 2 effets. Le premier, il est stratégique, on anime le paysage, mais c'est quand même une forme d'humiliation pour les Russes qui sont obligés aujourd'hui de subir le feu sur leur territoire. Donc politiquement et de manière en matière de propagande, c'est une humiliation pour les Russes. Elle est symbolique, mais elle est réelle. Et d'autre part, effectivement, je pense que militairement, peut-être que le colonel dira autre chose, moi je pense que les Ukrainiens essayent d'étendre ce front, qu'à l'automne, les Russes ne tenaient pas suffisamment serré, et ce qui leur a valu d'être débordés, notamment dans la région du sud de Kharkiv. Ça a entre nous, militairement... C'est plutôt symbolique. Ça n'a pas d'impact, colonel de Jong. Il n'y a aucun impact. Par contre, politiquement, c'est un ébranlement. Voilà. Ça touche directement tout le discours de Poutine, du gouverneur, de tout le système russe, qui aujourd'hui disait la mère patrie, etc., etc. Donc là, on est sur un modèle qui est, à mon avis, pas du tout prévu. Et on le voit très bien. Pourquoi? Évacuation des populations. Et on est dans le territoire russe. Belgorod est à 20 km de la frontière. Il évacue les populations. 2, on commence à ramener des hélicoptères, des troupes de tous les côtés, etc. 3, Kadyrov avec ses Tchétchènes et Prigojine avec Wagner annoncent Urbi et Orbi qui sont même en concurrence pour éventuellement reprendre Belgorod. Donc ça veut dire on va reprendre Belgorod. Ça veut dire que la ville a été perdue. Donc le problème, c'est que les messages qu'on reçoit sont des messages extrêmement troublants, avec un impact militaire extrêmement faible, mais en même temps avec un impact politique colossal. Oui, je me méfie des déclarations de Prigojine et Kadyrov, parce que les deux ont tout intérêt à exister, évidemment, et chacun dans son rôle. Oui, moi je ne me méfie pas du gouverneur de Belgorod, qui a eu une prise de position extrêmement... c'est le gouverneur, c'est très inquiète, en disant, écoutez, voilà, on évacue la population. Vous voyez, il était dans un... le body language existe, et il était sur un modèle extrêmement, je dirais, attentiste et plutôt... Alors je vais revenir à ma question. Continuer à armer et renforcer l'Ukraine, est-ce la
la seule voie pour atteindre une vraie paix. C'est ce que dit Anthony Blinken. Vous allez me donner votre avis. Dans un instant, nous avons fait un état des lieux, dressé un état des lieux. Maintenant, nous allons réfléchir à ce qu'a dit Blinken. Et puis la suite, il est 11h13. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h17. Alors je vous pose la question à tous les deux. Continuer à armer, renforcer l'Ukraine, est-ce la seule voie pour atteindre une vraie paix? Colonel de Jong. Alors pour les Américains, oui. Pourquoi? Parce que l'opération est parfaitement lucrative. Je veux dire que l'industrie d'armement américaine fonctionne à mort. Ils ont investi globalement sur les 100 milliards qui ont été donnés. En gros, plus de la moitié ont été donnés par les Américains. C'est du matériel. Donc ça fait fonctionner le système. Donc, le premier point. Deuxième point, les Américains ont bien évidemment intérêt à avoir un conflit qui dure. En tout cas, un certain temps. Pourquoi? Ça affaiblit en même temps, ça affaiblit les Russes. Ça, c'était un objectif qui était en tête depuis déjà de nombreuses années. Le deuxième point, ça occupe les Européens, parce que ça a durci l'OTAN. L'OTAN s'est ressoudée. Donc la manifestation du leadership, si vous voulez, américain, elle est très claire grâce à l'OTAN qui se restructure. La France, on est rentré dans le créneau, puisqu'on n'avait pas trop le choix, parce qu'on était dedans. Deuxième point. Puis troisième point, ils se disent quelque part que c'est assez intéressant, parce qu'en fin de compte, ils vont peut-être, ils vont s'intéresser à la Chine au moment venu. Vous avez vu, il y a des tensions en mer de Chine et autour de Taïwan depuis 2-3 jours. Et puis, moi, je vois très bien une espèce de front chaud qui se terminerait par un service après-vente dirigé par des Européens. Les Européens finiront par gérer ça. Donc le problème, encore une fois, on voit bien qu'un des acteurs principaux, qui sont les États-Unis, sont plutôt sur un modèle, on laisse faire. On voit qu'ils n'appuient pas, c'est le paradoxe de la position, mais ils laissent faire une espèce de fil récurrent, disant on verra bien. Rappelez-vous ce qu'on dit tout à l'heure sur Belgorod, ils ne condamnent pas, mais ils ne soutiennent pas. C'est vrai. Myriad Crafray. Je voudrais apporter une nuance des États-Unis. Oui. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un débat de plus en plus important entre ceux qui pensent qu'il faut arrêter les frais et ceux qui pensent qu'il faut continuer. Blinken est un faucon, il fait partie vraiment du clan des faucons néoconservateurs à la Maison-Blanche. Blinken est pour, comment dirais-je, neutraliser au maximum la Russie. Donc c'est cette voie-là. Mais vous avez de l'autre côté, en particulier la voie du Pentagone, la voie des militaires qui sont très partagés par la situation. Je pense qu'ils comprennent que les rapports de force sont relativement équivalents, sauf à ce qui se passe des choses dans les semaines qui viennent, et que en réalité, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le général Mark Milley, qui est le patron de l'armée américaine, dans un interview très intéressant qu'il a donné à Foreign Affairs début mai. Il a dit « Personne n'est capable de savoir si l'offensive va être un succès, un demi-succès, voire même un échec, que ce soit l'offensive des Ukrainiens, que ce soit l'offensive des Russes. » Et lui, dit-il, parie pour un jeu en quelque sorte à somme nulle, c'est-à-dire un affrontement qui se continue façon guerre de Corée, si vous voulez. Oui. Et il rappelle à la fin de dans un long entretien à la fin de son discours, il rappelle que le problème d'un point de vue stratégique, c'est qu'aujourd'hui les Chinois parlent russe et que le problème pour les Américains, c'est qu'ils n'ont plus, comme pendant la guerre froide, un seul concurrent qui est l'Union soviétique, mais ils se retrouvent face à deux concurrents, qui est la Russie d'une part, la Chine de l'autre, et que le risque pour eux serait que les deux se parlent vraiment. Avec un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la Chine, économiquement, semble aujourd'hui fragilisée. Attention, il n'y a pas la reprise économique attendue après le Covid. Le Covid a été complètement raté par les Chinois. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la demande en pétrole, ce qui explique la baisse des coûts. Les Chinois ont moins besoin de pétrole parce que leur économie n'est pas vraiment repartie. Mais je voulais poser une question subsidiaire. Est-ce qu'un arrêt négocié des hostilités serait une garantie de paix ? Aujourd'hui, sur les frontières d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que non. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, pour eux, c'est hors de question. Ils sont pas sur ce modèle-là. Et les Russes, aujourd'hui, alors moi, je sentirais les Russes plutôt attentistes. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que militairement, les Ukrainiens sont plutôt sur un mode offensif, donc ils veulent reprendre l'initiative. Ça, c'est un avantage. Ils auront des pertes. Et on voit bien que les Russes, depuis quelques mois, sont plutôt sur un modèle défensif. Quand vous êtes sur un modèle défensif, vous êtes plutôt sur un modèle en attente, en disant, on va voir ce qui se passe. Donc je crois qu'aujourd'hui, la négociation, la diplomatie n'est pas rentrée en lice. On le verra assez rapidement dans deux moments. Premier moment, ça va être en juillet, avec le sommet France-Afrique, Russie-Afrique, qui aura lieu à Saint-Pétersbourg fin juillet. Et puis le grand sommet des BRICS, qui aura lieu à Durban au mois d'août. Là, il peut y avoir une grande redistribution des rapports de force et des rôles. Et on verra à ce moment-là, en septembre, à l'automne, avec l'offensive ukrainienne potentielle, point d'interrogation, et les événements politiques
dont je viens de parler, on verra ce qui se passera. Mais pour garantir la paix, est-ce qu'il faut construire une Ukraine forte, capable de dissuader, de se défendre en cas de future agression, ou pas? Je voudrais juste. La question est compliquée. Ma question est compliquée. Mais je voudrais juste continuer ce que disait le colonel Dejon. Allez-y. En fait. Il y a deux camps dans cette affaire-là. Si on regarde les forces stratégiques, il y a le camp occidental qui, visiblement, souhaite donner une chance supplémentaire aux Ukrainiens de prouver qu'ils sont capables, peut-être, de repousser les Russes, donc d'humilier les Russes et de leur infliger une perte militaire supplémentaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde parie sur l'offensive, en particulier les Européens, d'ailleurs de manière un peu, à mon avis, inconsidérée. Et d'autre part, vous avez une multiplication de plans de paix qui sont mis sur la table. Oui. Vous aviez au printemps dernier celui de la Turquie. Vous avez aujourd'hui l'émissaire chinois qui a fait le tour des capitales occidentales en passant par la Russie qui pour l'instant n'a pas donné grand-chose. Vous avez récemment l'Afrique du Sud qui a proposé un plan de paix qui a été validé ou soutenu par plusieurs États africains. Et donc vous avez un hémisphère occidental qui est plutôt il faut continuer la guerre parce qu'a priori il parie sur la défaite des Russes. Ça reste à prouver. Et vous avez plutôt un hémisphère asiatico avec le Sud, voilà, qui lui veut arrêter les frais parce qu'il considère que c'est une guerre entre les Américains et les Russes et qui ne les intéresse pas et qui leur fait du mal évidemment. Voilà, donc on a ça donc d'un point de vue stratégique. Mais là où je rejoins le colonel Dejon, c'est qu'en fait aujourd'hui même les Russes n'ont pas intérêt à signer la paix sur la ligne de cessez-le-feu puisqu'ils auraient une armée russe hyper forte de l'autre côté de la ligne. Et donc ce serait la meilleure garantie pour une reprise d'une offensive dans les mois qui viennent. Donc tant que le rapport de force ne sera pas davantage éclairci dans le Donbass... Alors que je me souviens, je vous ai coupé, alors je me souviens au mois de février, quand l'offensive russe a commencé, quelques semaines après, tout le monde disait ça y est, la paix va être construite, ça va être rapide et tout, on va trouver une solution aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde pense, vous aussi, messieurs, que le conflit va durer. Vous savez, il y a une phrase absolument incroyable qui est sortie il y a quelques jours en Ukraine, qui disait, avant on pensait que la Russie était la deuxième armée au monde, aujourd'hui on sait que c'est la deuxième armée en Ukraine. On veut dire que cette guerre a révélé quand même une formidable faiblesse russe, une faiblesse, je dirais, d'organisation, une faiblesse en matériel, une faiblesse en doctrine, une faiblesse en moyens, une faiblesse en hommes. Enfin, c'est incroyable. Qui aurait pu penser que la Russie en serait là? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les problèmes de matériel qui sont livrés. Le problème, c'est que les Européens n'ont pas trop le choix. On est engagé dans la seringue. Il faudrait bien qu'on en sorte à un moment ou à un autre, puisqu'en fait, on est parti sur un modèle de livraison. Et qui donne le tempo? Les Américains. Pourquoi? Parce qu'il y a deux matériels qui ne sont pas encore arrivés. Le F-16 en 3-4 mois, ce qui veut dire 3-4 mois, ça veut dire que c'est l'automne, ça veut dire qu'il n'y aura pas de contre-offensive, ou bien les Abrams qui vont arriver potentiellement, on ne sait pas quand. Donc, ce qui veut dire que les matériels lourds majeurs américains ne sont pas encore arrivés. Les Américains n'ont donné que du matériel défensif, les Patriotes, etc. etc. Tout ce qui est offensif n'a pas été donné. Donc, on est sur un modèle où les Européens sont plutôt allants sur une offensive ukrainienne en disant débarrassons-nous du problème. Il faut que ça avance pour que le problème, c'est imaginons l'été prochain où il soit rien passé. Moi, je me dis, c'est potentiellement possible. Il y en a pour un an de plus. Exactement. Alors, je pense qu'il y a oui. Pardonnez-moi. Allez-y. Il y a deux paramètres qui méritent d'être juste développés 2 secondes, si vous me le permettez. Allez-y. Le premier, c'est que les élections américaines ont lieu en 2024. Exact. Que les républicains, aujourd'hui, après avoir effectivement été assez partagés, sont plutôt sur une ligne à quoi sert-il de continuer à alimenter en dollars le front ukrainien alors qu'il se passe aujourd'hui pas grand-chose, encore aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Donc, on voit bien que le curseur républicain est en train plutôt d'aller du côté de Trump qui dit « Moi, quand je serai élu, en un coup de cuillère à peau, l'affaire sera réglée, on fera la paix. » Ça, c'est de la vantardise. Voilà, exactement. Ça, c'est le premier critère. Et j'ai oublié le deuxième, ça va revenir. Ah bon, si vous l'avez oublié, réfléchissez, vous allez... Voilà. Ça va revenir, mais j'en suis absolument certain, ça va revenir. Bon, aujourd'hui, c'est figé. Militairement, c'est figé. Diplomatiquement, c'est figé. C'est vrai, vous l'avez rappelé, il y a des quantités de plans de paix, même le plan brésilien. Le plan Lula qui va bientôt venir en France, d'ailleurs, en visite officielle. J'imagine qu'avec Emmanuel Macron, ils vont parler de l'Ukraine. Oui, le plan. Je remarque quand même que l'Ukraine a toujours affirmé et réaffirmé sa volonté de récupérer la Crimée, mais les Américains, là, sont pas tout à fait d'accord.
avec cela. Hein. Alors il y a eu un débat, Oui. en fait, c'était progressif. Il y a quelques mois, justement, Maillet, le chef d'état-major, disait très clairement que c'était impossible. Oui. Depuis quelques semaines, il dit pourquoi pas. Enfin, mais en fait, personne n'en sait rien. C'est tout le problème. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un front qui est stabilisé, mais la guerre continue. Les opérations de part et d'autre sont très importantes. Je prends un exemple concret du côté ukrainien. Ils bombardent systématiquement la frontière, la partie Donbass, etc., la frontière, Bakhmout, etc., avec des petites contre-attaques, pas contre-offensives, contre-attaques, etc. Oui. Premier point. Le deuxième point, vous avez des opérations qui sont mises sur Belgorod avec des unités un peu particulières, fantômes, qui sortent de je sais pas où. Mais c'est quand même des unités qui viennent d'Ukraine. Ils viennent pas de la planète Mars. Donc ils viennent d'Ukraine. Et troisième opération, toutes ces opérations avec les drones qu'on voit autour du Kremlin, rappelez-vous, le 2 et 3 mai, etc., sans arrêt. Donc on voit bien qu'il se passe des choses chez les Russes. Et puis même chose chez les Ukrainiens, qui se font bombarder quasiment tous les jours par des missiles massifs. La semaine dernière, tous les jours, l'Ukraine a reçu une volée de missiles et de drones. Oui. C'est impressionnant. Mais la guerre continue, c'est vrai. On a l'impression de l'oublier, évidemment. Le front est stable, mais le front est il se passe stable, des choses. mais certains experts répétaient en boucle, notamment sur les plateaux de LCI, que les Russes n'avaient plus un seul missile en magasin. Franchement, aujourd'hui, ils sont totalement ridicules. Oui. Donc, soyons prudents. Mais soyons prudents sur tout ce qui se dit autour de cette guerre en Ukraine. Hein. Soyons prudents, évidemment. Il est 11h28. Merci, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, question que tout le monde se pose. Autre question, est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque d'escalade? Puisque le front est figé, il y a... c'est vrai, des contre-attaques. On ne va pas parler d'offensive, encore une fois, parce qu'on ne l'a pas vu venir. Offensive, contre-offensive. Mais il y a des attaques, des contre-attaques. Est-ce que, au-delà de la chose militaire, est-ce qu'il y a un risque d'escalade dans le monde? Escalade militaire aujourd'hui? Écoutez, je pense que quand deux armées se font face, comme elles se font face au Donbass, et que l'Ukraine, en l'occurrence, joue la carte de la guerre d'escarmouche moderne, pour employer une expression traditionnelle, il y a des dizaines d'avions qui volent dans le ciel aujourd'hui de l'Europe de l'Est. Il y a des drones en mer, sous l'eau, qui vont chercher les bateaux russes. Donc il y a forcément, des risques de frottement. Moi, je pense que un certain nombre d'acteurs ont intérêt à faire monter la sauce, comme on dit, mais qu'aujourd'hui, du point de vue du côté occidental, les Américains sont quand même très présents pour éviter cette escalade. C'est une chose. Et je pense que les Russes sont finalement assez rationnels. Assez rationnels. Oui. En revanche, on voit bien que... à l'extérieur de ce conflit, en particulier en mer de Chine, dans le détroit de Taïwan, les tensions sont de plus en plus importantes entre notamment l'armée chinoise et les forces armées américaines. On a eu récemment, dans ces 10 derniers jours, 2 exemples de frottements, comme disent les militaires, assez inquiétants. D'une part, un avion chinois qui est allé frotter d'un peu près un avion militaire américain au-dessus de la mer de Chine. Et là, ce week-end, on a eu une frégate chinoise qui a coupé délibérément la route à une frégate américaine dans le détroit de Taïwan. On est passé à 2 doigts peut-être d'un problème, d'un incident naval. Vous savez qu'en mer, les choses vont encore plus vite que sur terre, voire même dans les ciels. Et il y avait ce week-end un grand, une grande réunion de toutes les puissances asiatiques et pacifiques à Singapour. On appelait ça le dialogue du Shangri-La. Et les gens qui reviennent de ce dialogue, à qui j'ai parlé de très haut niveau, m'ont confié qu'ils avaient été frappés en fait par la posture d'agressivité des autorités chinoises de très haut niveau et une espèce de dialogue de sourds entre les Chinois et les Américains lors de cette conférence où normalement, logiquement, les gens essayent de se parler un peu. Donc on sent quand même que la Chine qui a décidé de jouer un vrai rôle sur la scène internationale d'un point de vue diplomatique et stratégique, semble aussi vouloir, avoir une posture plus agressive. Je vous renvoie aux déclarations qu'avait faites l'ambassadeur de Chine à Paris, chez votre confrère de LCI, il y a quelques semaines. Moi, je pense que l'ambassadeur n'avait absolument pas dérapé, qu'il représente cette nouvelle vague de diplomates et de dirigeants chinois qui sont assez décomplexés vis-à-vis des États-Unis.
Pierre de Jong, vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr, à 100%, évidemment, c'est dans le mille. Il y a la partie russe et la partie mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que lorsqu'on fait encore une fois à l'arrière un peu plus importante, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord, que l'Occident a perdu ce qu'on appelle le monopole de la puissance. Premier point. Le deuxième point, avant, on était sur un mode bilatéral, enfin sur un mode binaire. Binaire. Totalement. Bon, c'était pratique. Bipolaire. Bipolaire. Aujourd'hui, on a 3 acteurs principaux. Le problème, 2 très grands acteurs qui sont la Chine et la Russie, qui parlent. Ils parlent entre eux. Et moi, je suis intimement convaincu que pour les Chinois, c'est le moment. C'est l'heure. C'est l'heure du leadership. C'est l'heure de la revanche, suite aux traités inégaux, la guerre de l'opium, etc., etc. Il y a une espèce dans l'inconscient collectif chinois, si vous voulez, c'est l'Alsace-Lorraine quelque part. On arrête de reculer et les Américains nous embêtent en ayant créé ce bouchon. Parce que le problème, les Américains, ils ont aussi leur grande guerre patriotique. Parce que la guerre du Pacifique, ils ont eu un paquet de morts. Ils ont été bombardés le Japon, etc. Donc pour eux, c'est leur Mare Nostrum. Et donc, il y a la 7e flotte qui est basée massivement présent. 2, ils ont des comment dire, pas des rapports, des alliances avec les pays de l'ASEAN, Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Et puis 3, des alliances extrêmement solides avec la Corée du Sud, avec Taïwan et bien sûr le Japon. Donc on voit bien que cet environnement est complètement bloquant pour la Chine, qui, elle, réclame un leadership mondial. Et elle ne peut pas aller dans le Pacifique, puisque la 7e flotte le barre, avec tout le système, dont Taïwan. Donc la seule possibilité qu'ils aient, c'est pour aller dans le Sud. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ils utilisent les problèmes d'éperonnage, ça s'appelle comme ça. Ils cherchent à éperonner les bateaux. Ils le font en mer de Chine depuis 20 ans. Ils le font avec la marine des Philippines, la marine vietnamienne, etc. C'est une action qui, pour eux, est une action militaire non agressive. Oui. On va créer un incident. À partir de l'incident, on va créer une communication, des événements, etc., etc. Et on va prendre le leadership. Un engrenage. Un engrenage, exactement. Et on contribue à faire le vide dans une mer qu'ils considèrent comme leur appartenant, alors que le droit maritime consacre la liberté des mers. Et je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que de l'autre côté, à Washington aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens qui sont immergés au Congrès, au Pentagone, à la Maison Blanche, ils vous disent, ils sont frappés par le syndrome du tout Chine. Ils disent, les Américains deviennent obsédés par la Chine. Je parle du microcosme politico-stratégique. Je ne parle pas du business. Mais les gens qui travaillent à Washington aujourd'hui, les journalistes avec lesquels je suis en correspondance vous disent, nous sommes frappés par le fait que les Américains ne parlent plus que de la Chine. Mais d'ailleurs, Blinken, à la fin de son discours, a rappelé que c'était la Chine qui comptait, hein, voilà. Mais à la limite. Mais c'est plus que l'Ukraine et la Russie. Bien sûr. C'est très intéressant parce qu'on voit que le départ d'Afghanistan en août 2021 a constitué pour les Américains une baisse de crédit dans le monde entier, perte d'influence. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Donc c'était en août 2021, septembre 2021, ils créent l'AUKUS. L'AUKUS, qui est l'association avec l'Australie, la Grande-Bretagne et eux, visant militaire au passage, en mer de Chine, visant à contrecarrer l'expansion chinoise d'une façon ou d'une autre. Donc les Chinois ont très bien compris le message, qui est un message en disant, si vous rentrez dans notre zone d'influence naturelle anglo-saxonne, il se passera des choses. On voit bien qu'aujourd'hui, les Américains ont besoin également de créer cette tension pour rester crédibles, pour rester influents dans le monde entier. C'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que les Chinois parlent avec les Turcs, donc ça crée un môle d'influence extrêmement puissant. Il faut créer un contre-môle. Et les Américains ont besoin également de créer cette tension. Et grâce à ça, ils vont pouvoir avoir des budgets d'armement qui vont augmenter, rester influents, rester dominants. L'Asie du Sud-Est, aujourd'hui, elle hésite. Parce que culturellement, elle est proche de la Chine et économiquement, elle est proche des États-Unis. Donc c'est très compliqué à gérer. Oui, donc le monde change. 0826 300 300. Vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas, vous appelez. Vous voulez dire quoi, Mériadec Raffray? Non, je voulais peut-être. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Évidemment. Père de Jean connaît très bien l'Asie et il est stratège, donc je partage. Je voudrais simplement dire une chose. On peut s'interroger sur la volonté, la capacité de la Chine à faire une guerre, à entrer en guerre. C'est pas dans son logiciel. La Chine n'a jamais fait de guerre au-delà des mers. Première chose. Mais tout le monde peut évoluer. La deuxième chose, la Chine réarme de manière considérable, mais entre posséder un porte-avions et être capable d'utiliser ce porte-avions de manière optimale, c'est le jour et la nuit, vous diront tous les marins du monde entier. Troisièmement, les Chinois sont des commerçants et les Chinois sont arrimés, c'est l'industrie, enfin c'est l'outil industriel du monde, et les Chinois sont évidemment arrimés au marché du monde qui est encore les États-Unis. Et enfin, il y a quand même, je voudrais revenir sur cette chose-là, il y a deux aujourd'hui facteurs qui sont pas aujourd'hui sur lesquels il y a un point d'interrogation majeur, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2024 aux États-Unis? Est-ce que les républicains
ou pas, vont réussir à chasser Blinken, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois lors des élections à Taïwan? Est-ce que c'est un furieux de l'indépendance qui va récupérer le gâteau, ou au contraire, est-ce que c'est un partisan, comment dirais-je, d'un modus vivendi avec la Chine qui va récupérer le gâteau? Juste une indication. Les élites taïwanaises du business ont toute la majorité de leurs capitaux investis en Chine. En Chine, bien sûr. Oui, Voilà. oui, ça je sais, oui, bien sûr. Bien sûr, ça, c'est vrai que 2 élections, et la troisième moins importante, mais quand même, c'est l'élection russe l'année prochaine. Et j'ai oublié les élections russes, vous avez tout à fait raison, Jean-Jacques. Évidemment, en 2024 également, sauf que les élections russes auront lieu avant. Voilà, donc l'année 2024 va être cruciale. Donc on peut faire l'hypothèse que le bras de fer militaire sur le terrain que ça ne bougera pas peut durer 2024. quelques mois encore, avant que chaque acteur décide d'ouvrir la phase suivante. 2024, élection en Russie, élection à Taïwan, élection aux États-Unis. Donc, essentiel. Et pendant ce temps-là, Jean-Jacques Bourdin, ça ne vous a pas échappé, le monde s'allume, s'embrase de toutes parts. Que ce soit des crises politiques, des crises militaires, le Soudan, le Sénégal depuis quelques jours est en feu. On va en parler à 12h05. Voilà, donc partout dans le monde aujourd'hui, vous avez des crises qui déstabilisent de plus en plus. Dans le monde aujourd'hui, impliquant un État. 56 conflits. Il est 11h40, il est midi moins 20, nouvelle pause, et on se retrouve dans un instant. Encore une fois, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h43, nous parlons de la situation entre l'Ukraine et la Russie. On est à un point d'équilibre un peu instable en ce moment même. Mériadi Crafray est avec nous, journaliste spécialiste des questions de défense et des questions internationales, le colonel Pierre de Jong, qui est fondateur de l'Institut Thémis, auteur de Agir entre les lignes aux éditions Mareuil. Nous avons beaucoup parlé de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, mais l'Europe et la France. Quel rôle joue-t-on aujourd'hui? L'Europe a un rôle assez essentiel. Il y a le sommet européen, c'est à Vilnius. Alors, il y a un sommet européen à la fin du mois de juin, mais il y a surtout un sommet de l'OTAN. À l'OTAN. À Vilnius. À Vilnius, oui, c'est le sommet de l'OTAN. Je crois que c'est le 12 juillet prochain. Oui. Et là, effectivement, il y a une discussion qui est sur la table chez les Européens et chez les Européens otaniens. Puisque Zelensky, le président Zelensky, demande incessamment, il redemande incessamment que l'OTAN l'intègre dans son bouclier. Vous savez, le fameux article 5. Si l'un des membres de l'OTAN est attaqué, alors l'ensemble des autres est susceptible de lui venir en aide. C'est pas automatique d'ailleurs, contrairement à ce que croient les gens. Et donc Zelensky, évidemment, qui lui est dans une posture de surenchère, on le comprend, demande à l'OTAN aujourd'hui de lui donner des garanties de sécurité, parmi lesquelles la première, la plus symbolique, c'est l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Le président Macron, qui a été au sommet GlobSec en fin de semaine dernière et surtout en Moldavie pour parler de communauté politique européenne, a expliqué, j'ai relu son discours avant de venir, il a une formule précise pour dire que l'OTAN non, mais qu'il allait falloir trouver quelque chose qui ressemble aux garanties que Washington donne à Israël vis-à-vis des pays arabes, c'est-à-dire créer une garantie qui n'existerait pas, une forme de garantie qui n'existerait pas, qui ne serait pas l'intégration à l'OTAN, parce que évidemment ce serait un énorme casus belli vis-à-vis des Russes, et qu'il faut absolument donner cette garantie. Et le président Macron, comment dirais-je, court après pour essayer de dépasser le train qu'il n'a pas pris au début du conflit, à savoir être finalement celui qui sera le plus enclin à défendre Zelensky. Oui, d'accord. Ça, c'est une chose. Donc, il veut exister, quoi. Pour résumer ce que vous venez de dire, il veut exister. Mais soyons clairs. Sauf que au sein de l'Union européenne, il y a quand même des pays de l'Union qui souhaitent que l'Ukraine intègre et l'Union et l'OTAN, même. Évidemment. Mais c'est littéralement impossible, parce que le problème, c'est que d'abord l'OTAN, Zelensky, il y a 2-3 jours, a commencé par dire qu'il comprenait qu'il y avait de l'urgence, mais en même temps, il pouvait comprendre que l'OTAN, c'était pas acceptable. Mais même l'Union européenne, c'est une vieille dame, si vous voulez, elle est sur des processus extrêmement longs. Alors on peut dire qu'on peut accélérer tout ce qu'on voudra, mais l'Union européenne n'a jamais démontré qu'elle était extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que c'est une recherche de consensus permanent. Et à mon avis, ils l'auront pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelque part, c'est que quel est notre intérêt à nous, Européens,
Européens et à nous Français de faire entrer l'Ukraine aujourd'hui dans l'Union Européenne, à part faire plaisir aux uns et aux autres. On n'a aucun intérêt. Nous, on a intérêt à réfléchir, à mettre ça sur la table, à faire des grands débats. Ça peut durer plusieurs années. La Turquie, ça a duré depuis 25 ans. On l'a toujours pas fait. Ça n'a pas changé la face du monde. Encore une fois, est-ce que l'Europe a intérêt aujourd'hui à intégrer, l'Ukraine directement? Vous posez la question, vous avez la réponse. Est-ce que l'Europe a intérêt ou pas? Bien sûr que non, elle n'a pas intérêt. Alors, moi, je serais, je suis assez d'accord sur le fond avec le colonel, mais je voudrais apporter une nuance dans le raisonnement. Au début de la guerre, les Occidentaux disaient pas de chars. Bon, aujourd'hui, on donne des chars. Ensuite, quand on a donné des chars, Zelensky a demandé des avions. On leur a dit ah non, pas d'avions. Et on va leur donner au moins des pilotes et bientôt des avions. Nous sommes dans une forme d'engrenage que contrôlent, je pense, les Américains et les Russes, mais pas vraiment les Européens. Mais les trois contrôlent, les Américains, les Russes et Zelensky. C'est ce qu'il fait. Zelensky, il joue une carte habile, que je trouve très habile, c'est qu'il joue des uns et des autres et qu'il demande toujours plus pour avoir un minimum quelque chose. Oui. Bon, oui, voilà. Donc, et là, s'il demande l'OTAN, évidemment qu'on va pas lui donner l'OTAN, parce qu'à ce moment-là, c'est un véritable casus belli avec les Russes, me semble-t-il. Mais je reste à nouveau prudent. Parce que les stratèges mondiaux, français et mondiaux, etc., raisonnent moyen terme et long terme. Le problème, c'est quid de la Russie. Alors, à propos de la Russie, moi, je voudrais vous poser une question qui paraît un peu provocatrice. Est-ce que Poutine est un homme raisonnable ? Moi, je pense qu'il est parfaitement raisonnable. Oui. Parfaitement équilibré. Parce que, et administratif. Souvenez-vous, les titres, Poutine est fou, Poutine est malade, il va mourir. Vous avez vu ça sur toutes les chaînes de télévision. Alors moi, évidemment, il faut nourrir les programmes, mais bon. Juste Poutine. Moi, je pense que Poutine est parfaitement logique. Le problème, c'est qu'il avait pas la mauvaise perception de son armée et du monde dans lequel il évoluait. Et ça, malheureusement, si vous voulez, vous mettez parce que c'est un homme hyper administratif. Vous l'avez vu il y a quelques jours à la télévision, il expliquait qu'il dormait 6 heures par nuit, etc. Bon, il est un petit peu ailleurs, mais n'empêche qu'il est relativement logique. Le problème, c'est qu'il a une situation à gérer qui est absolument incroyable. C'est inimaginable. La Russie qui est mise au banc du monde, est-ce qu'il va aller à Durban ou pas? Est-ce que les Sud-Africains vont l'inviter ou est-ce qu'on va l'arrêter à Durban ou pas au mois d'août au sommet des BRICS, etc., etc. Donc en fait, son problème, il est quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est un paria. Et nous, malheureusement, Européens, on l'a poussé à la roue. C'est qu'on l'a inscrit au TPI. Enfin, on veut qu'il soit jugé. Et donc, on l'est pris par notre parole quelque part. Donc le problème, on a crispé la relation entre la Russie et l'Europe. Alors moi, je pense qu'il est en tout cas beaucoup plus rationnel que quelqu'un comme Blinken ou comme Biden. On l'a vu, et je voudrais préciser à vos éditeurs que je n'ai pas de contrat de travail avec la Russie en disant ça. Je précise, parce que je voudrais pas qu'on interprète mal ce que je vais dire, de manière un peu ironique, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense que moi, je suis frappé par le fait que Poutine, chef de guerre, est d'une rationalité complète. On a dit qu'il voulait déclencher le feu nucléaire. Aucun analyste sérieux qui a les vraies informations vous dit que c'est crédible. C'est vrai. Quand les Polonais ont instrumentalisé l'histoire du missile ukrainien qui était tombé sur la Pologne, les Polonais ont vraiment voulu instrumentaliser le truc avec Zelensky. Les Américains ont dit aux Polonais, bon, ça suffit. Ils savaient exactement ce qui s'était passé. Et Poutine n'a pas réagi. Quand les drones sont tombés sur le Kremlin, Poutine n'a pas réagi non plus. Donc c'est quelqu'un qui est ultra rationnel, mais qui a des contraintes, à mon avis, qui sont des contraintes non pas vis-à-vis de l'extérieur, mais qui ont des contraintes vis-à-vis de l'intérieur. Et la situation politique étant ce qu'elle est en Russie, Poutine passe pour un modéré au sein de la majorité de la population. Vous avez aujourd'hui une majorité de la population qui voudrait que Poutine soit beaucoup plus guerrier, beaucoup plus agressif vis-à-vis de l'Occident. Et Poutine, en fait, est évidemment tenu à la fois par le jeu intérieur et les contraintes militaires qu'a rappelé le colonel de Jong, une armée qui n'avait été modernisée qu'à moitié, et la moitié qui avait été modernisée n'était pas les forces conventionnelles qui font la guerre aujourd'hui, mais les forces stratégiques et nucléaires. Et la France ? Vous savez, la France... Père de Jong, est-ce que nous comptons ? Ah bah oui, on comptera toujours. On compte encore ? Alors le problème pour les Français, c'est compliqué, c'est que nous, on pensait vraiment avoir la plus grande armée européenne. Oui. Et malheureusement, on réalise progressivement qu'on a une armée très puissante grâce au nucléaire principalement. Mais on réalise que du point de vue conventionnel, on a largement décroché. Oui. Et pourquoi on est rattrapé par les Polonais et par d'autres, etc. Donc c'est un vrai sujet. On a le même problème aujourd'hui que les Britanniques, qui sont dans la même situation que nous. Alors pas dans le même contexte, mais ils réalisent qu'en fait, on a perdu notre puissance et notre crédibilité
capacité militaire. Alors qu'une fois, nucléaire, on est présent, heureusement, elle est réelle, ça. Mais autrement, on est faible. Donc en fait, on paye actuellement, du point de vue militaire, le prix des réformes qui ont été engagées en l'an 2000. Rappelez-vous, la période des dividendes de la paix, etc. Donc nos armées n'ont cessé de baisser en effectifs. Et malheureusement, aujourd'hui, vous comptez quand vous êtes puissant militairement. La meilleure preuve, c'est qu'on n'arrive pas à donner de matériel aux Ukrainiens, contrairement aux autres. On n'a pas les gens. On dit qu'il faut donner des Leclerc. On en a 222. Oui. On va en donner combien? On va donner 2 ou 3. Mais on n'a pas ce matériel. Et les armées françaises ont un énorme problème. C'est ce qui a été donné aux Ukrainiens n'a toujours pas été remplacé. Je parle du César. Aujourd'hui, vous avez quasiment un régiment et demi qui n'a plus de canon. Alors vous dire, on peut se contenter quelque part. Donc il y a une vraie réflexion. Et la loi de programmation militaire qui est en train d'arriver, elle va viser théoriquement, en fait, à compenser ces manques. Donc encore une fois, si vous voulez, il y a un débat au point de vue militaire qui est très compliqué. Et du point de vue politique, même si l'argent n'est pas dirigé sur l'armée conventionnelle. Enfin, en partie, mais assez peu, finalement. Ah non, c'est assez peu, oui. Et à mon avis, l'armée de terre particulièrement, elle se fait un sacré souci sur le recomplètement de ses stocks et puis du matériel qui a été donné. C'est vraiment central. La France, Mériadec Raffray. On peut peut-être citer un chiffre pour donner aux auditeurs une idée de l'aide française à l'Ukraine. On en est aujourd'hui à 1 milliard à peu près. C'est ce qu'on a donné via le Fonds Facilité Européenne de Paix aux Ukrainiens. Aujourd'hui, vous avez clairement, un débat au sein des armées, et en particulier au sein de l'armée de terre, à qui on prend du matériel, y compris du matériel très récent, moderne, c'est-à-dire les canons César que vient de citer le colonel, pour les donner aux Ukrainiens, mais pas que. On peut pas tout dire parce qu'il y a des choses qui sont un peu confidentielles, mais il y a aujourd'hui des unités qui sont déséquipées. Je dis bien déséquipés pour fournir du matériel à l'Ukraine. Et le problème est que les promesses n'engagent que ceux qui les donnent. Aujourd'hui, le volume historique des crédits accordés aux armées ne suffira à peine, en fait, à proroger l'élan donné depuis 2017 pour sauver le modèle complet d'armée et continuer à le moderniser. Mais pas plus. C'est-à-dire que les canons qui seront donnés aujourd'hui seront peut-être remplacés, mais un pour un dans 7-8 ans. Mais ça ne nous en donnera pas plus, sachant que les modèles étaient déjà ultra réduits. Alors, l'argument qui est apporté par l'exécutif à cela, ils disent, oui, mais vous comprenez, la France n'est pas en première ligne en Ukraine, elle n'aura pas le risque d'affronter les Russes. Mais à ce moment-là, messieurs, fermez boutique et supprimez l'assurance militaire. À ce compte-là, on n'a pas besoin de les armer non plus, si vous voulez, si on pousse loin le raisonnement. Vous voyez, donc c'est pas un raisonnement, en fait. Donc, si on prend les 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire sur 2024-2030, si vous enlevez le coût de l'inflation, 30 milliards, si vous enlevez l'argent qui va aller à la dissuasion, à peu près 10-12% du total, ce qu'il reste ne permet que de proroger le rythme de remontée en puissance qui a été initié depuis 2016-2017, pas plus. Or, le débat a été, la guerre revient en Europe, faut-il nous réarmer ? Je donne un seul exemple extrêmement concret de ce fait-là. Les régiments d'infanterie étaient à 5 compagnies de combat. On a supprimé une compagnie de combat il y a 2 ans. Pourquoi ? Pour récupérer des budgets, pour faire autre chose, concrètement, créer des unités, etc. Techniques, pour faire court, cyber, etc. Là, il faut renforcer les régiments d'infanterie eux-mêmes. Donc, ils vont supprimer une 4e compagnie de combat et la transformer en compagnie d'appui. Ce qui veut dire qu'on tout se fait sous enveloppe. Ce qui veut dire que, globalement, nos armées, si vous voulez, il y a des perspectives d'investissement. À dépenses constantes. Voilà. Le problème, c'est que, vous savez, dans les budgets de la défense, il y a 2 niveaux. Il y a le budget, le titre 5, qui est le budget, je dirais, de fonctionnement, les salaires, les opérations, les missions, l'entraînement, etc. Et puis le titre 3, l'inverse. Titre 3, qui sont les missions, etc. Et le titre 5, qui est l'investissement. On voit bien qu'aujourd'hui, le choix, c'est un choix d'investissement sur le long terme. Et au passage, après 2027. Bien, merci messieurs, merci d'être venus nous voir. Passionnant, hein. Évidemment, nous aurons l'occasion de reparler de la situation entre l'Ukraine et la Russie sur l'antenne de Sud Radio. Il est 11h56, nous allons partir pour l'Afrique. Après les informations, le Sénégal, où la situation est plus que mouvementée au Sénégal. Pourquoi les émeutes? Qui est le principal opposant? Ousmane Sonko, dont les partisans descendent dans la rue. D'immenses champs de gaz et de pétrole ont été découverts dans l'Atlantique. Ils vont être, ces gisements qui vont être exploités avec la Mauritanie. Nous allons parler de tout cela juste après les informations de midi. Il est 11h56.